Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sous le soleil de Cannes qui accueille le festival international du jeu de société Shake the Game. C'est aujourd'hui donc du 25 au 27 février. On y va, c'est parti. Hier c'était la journée presse. Et ben let's go pour la journée publique. On y va. Allez, c'est parti. On se retrouve ici dans le showroom de Yellow au Festival du jeu de Cannes avec Jean qui est chargé de communication chez Yellow. Bonjour. Et qui va, bonjour Jean, et tu vas nous présenter donc les dernières nouveautés. Exactement. Et notamment l'extension qui va arriver bientôt pour les ruines de Narak. Et d'ailleurs je tenais absolument à vous dire que je suis désolé pour vous par rapport à hier soir parce que franchement moi j'aurais vraiment voulu que ce soit Narak qui gagne. Écoutez nous aussi, mais c'est pas grave. Franchement c'était pour moi le meilleur jeu depuis plusieurs années. L'extension des ruines perdues de Narak. Globalement, dans l'extension, tout le matériel qui était rajoutable a été rajouté. Ça veut dire qu'on a vraiment du nouveau à tous les niveaux. Il y a des nouvelles cartes objets, des nouveaux artefacts, des nouveaux sites à découvrir, des nouveaux monstres, de nouvelles pistes de recherche. Bon, c'est une seule recto verso, mais là on a exposé les deux. Et en fait, c'est des pistes de recherche que tu vas, tu sais, à la droite de ton plateau. Tu vas pouvoir les recouvrir directement. Donc tu as des choses que tu n'avais pas avant. Par exemple, tu auras un monstre, ici tu auras un artefact. C'est des choses qu'on ne trouvait pas avant dans les pistes de recherche. Et la plus grosse différence, la plus grosse nouveauté en tout cas qu'on va avoir dans cette extension, c'est ces plateaux de joueurs de départ. Alors avant, quand on commençait une partie de Narak, on avait tous le même plateau, on avait juste notre couleur, et maintenant on va incarner les aventuriers. Donc les aventuriers, c'est ces petits personnages. Qu'est-ce qui change? En fait, nos cartes de départ vont pas être les mêmes. Et on va avoir un jeu asymétrique. Exactement, ça va rajouter de la symétrie, ce qui fait que on va pas tous prendre forcément le même chemin, on va essayer de scorer de manière différente, d'avoir des objectifs un peu différents d'habitude. Il y a aussi une petite marge de progression qui est assez sympa, dans le sens où certains aventuriers sont plus difficiles à maîtriser que d'autres, pas forcément plus forts mais plus complexes. Et voilà, par exemple cet aventurier là, il va utiliser les cartes peur pour faire des combos, alors que initialement les cartes peur ce sont des malus et tu veux t'en débarrasser. Voilà. Donc vraiment du niveau dans tous les sens, et une extension qui est là pour approfondir le jeu et pour combler les fans qui aimaient déjà s'aventurer dans les ruines de Narak. Tu as une date de sortie pour ça? Alors ça sort en mars, pas de date précise pour l'instant, mais dans les semaines à venir, le fiche du coup. Ça devrait arriver en boutique très prochainement. Eh bien, écoute Jean, on va continuer maintenant avec la sortie du mois d'août pour cette année qui s'appelle Bitoku, n'est-ce pas? Bitoku. Et écoute, on te laisse le présenter également, qui est un jeu qui est magnifique. Bitoku, qu'est-ce que c'est? C'est un gros jeu de gestion, de pose d'ouvriers, de deck building. Vous avez effectivement beaucoup de mécaniques. Ici, il y a votre plateau joueur, donc vous voyez que déjà rien que sur le plateau joueur, il y a quand même beaucoup d'éléments. Et sur le plateau central, encore plus. Le plateau, il va être modulable en fonction du nombre de joueurs. Vous voyez qu'il y a des petites tuiles qu'on peut mettre au verso comme ça et adapter selon le nombre de joueurs. Qu'est-ce qui va se passer dans le jeu? En fait, on va jouer au fil des 4 saisons. Les 4 saisons, vous les voyez ici. Avec ce petit pion là, vous avancez. Et en fait, chaque saison va avoir ses mécaniques et ses phases de jeu distinctes. Le printemps, ça va être une phase où on va préparer un peu nos futures actions, on va récupérer des cartes, etc. L'été, on va passer à l'action, on va jouer nos cartes, on va jouer nos dés, on va les placer sur le plateau. Et l'automne et l'hiver, ça va être des phases plus de récolte. Ça fait tout un cycle, on va le faire plusieurs fois. Et globalement, c'est une très grosse salade de points, si on peut dire, dans le sens où tout ce que vous allez faire va vous permettre de scorer. Et vous avez toute cette piste autour de points qui va jusqu'à 100. Alors Little Town, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui est parfait pour l'initiation, qui est très bien pour comprendre ce genre de mécanique, parce qu'il est très épuré. Au mois d'avril, on sort une extension qui s'appelle Artisan. Donc c'est ce petit plateau qu'on voit à côté. Et les artisans, en fait, c'est des éléments qui vont venir donner des compétences supplémentaires à tes ouvriers. Donc tous ces ouvriers, c'est tes petits bonhommes que tu as dans ta réserve. Et tu as ces petites tuiles que tu vas placer comme ça. Donc tout ça, c'est uniquement l'extension, ces petites tuiles-là. Tu vas pouvoir en acheter, les placer comme ça. Et on voit que quand ça se forme, ça fait une petite encoche. Ça fait que je peux mettre mon ouvrier ici. Et mon ouvrier, à ce moment-là, il bénéficie de mes 2 compétences. Ces compétences-là, à quoi elles servent? C'est des petits boosts en fait, qui vont nous permettre de nous aider soit sur les ressources, soit sur les constructions. Donc pour nous aider sur les 2 autres actions qu'on a déjà. L'extension fait que tu vas beaucoup plus consommer de ressources. Et vu que les ressources sont limitées, tu peux t'approcher potentiellement plus de la pénurie.
Donc c'est aussi un risque à prendre qui rend le gameplay un peu plus nerveux. En plus de ce plateau-là, dans l'extension, vous avez aussi des nouveaux bâtiments qui viennent s'ajouter et des nouveaux défis personnels. Les défis personnels, c'est des défis qui sont secrets, vous êtes les seuls à les savoir. Et ça va être par exemple, construisez 2 bâtiments qui rapportent du blé. C'est des petits checkpoints comme ça qu'on a dans le jeu. La cathédrale rouge, c'est le prochain jeu expert de Yellow qui sort au mois de mars. C'est un jeu de gestion de ressources et de majorité. On est tous en compétition, mais on va tous construire la même cathédrale. La cathédrale, c'est ce qu'on voit ici, en fait, elle est formée avec ces cartes. En début de partie, on va avoir une carte comme ça qui, selon le nombre de joueurs, va nous dire construisez cette cathédrale ou celle-ci ou celle-ci. Plus il y a de joueurs, plus elle est grande. D'accord. Comment ça se passe en fait? On a tous nos petits pions de couleur et on va se positionner sur les éléments de la cathédrale pour dire ok, moi je me positionne là-dessus, c'est moi qui vais le construire. Comment est-ce qu'on construit ces éléments-là? Avec des ressources, et toutes les ressources qu'on a autour de la table, on peut les acquérir grâce à ce plateau-là. Le plateau-là, il va nous servir à gagner toutes les ressources qui sont disposées ici. Je veux des pièces, j'ai besoin de pièces, et que ce dé par chance est ici et qu'il affiche 3. Je vais me déplacer de 3 blocs, donc 1, 2, 3. Parfait, j'arrive sur mes pièces, là je gagne 2 pièces, parce que c'est un jeton avec 2 pièces. En plus de ça, s'il y avait un autre dé ici, je gagne le nombre de ressources fois le nombre de dés présents dans la zone. Donc là, en l'occurrence, 2 pièces fois 2 dés, donc j'aurais gagné 4 pièces. À chaque tour, les joueurs vont lancer leurs dés, donc les valeurs vont changer en permanence. Il faut toujours un peu programmer tes mouvements pour avoir les bonnes ressources qui vont te servir à construire la cathédrale. Richard Garfield, quand même, tout le monde connaît maintenant Richard Garfield, donc c'est cool. Exactement. Richard Garfield, donc créateur de Magic, de King of Tokyo, de Bunny Kingdom, et qui nous vient avec un dungeon crawler en roll and write. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le jeu? On va entrer dans des donjons, et ces donjons, ils ont cette forme. On a des cases avec des chiffres, on a des boss à vaincre, on a des monstres à rencontrer, on a des trésors à trouver. Et simplement, on va jeter nos dés, et avec ces dés, on va faire des paires de dés. Et ces paires, on va prendre la somme, là, en l'occurrence c'est 6. Et avec ces chiffres, on va pouvoir rentrer dans des cases. D'accord. Là, par exemple, avec le 6, j'aurais pu rentrer dans le 4 ou dans le 5. Les cases vertes, c'est les cases de départ. Donc je rentre forcément par là. Ah oui. Et en fait, à chaque fois, tu vas faire des paires comme ça. Et avec les chiffres, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin dans le donjon. D'accord. Frapper les boss, les Pour aller affronter, affronter etc. le boss au final. Etc. Le joueur actif a un dé noir en plus pour avoir potentiellement une des plus grandes valeurs et aller plus loin dans le donjon. Et tout ça va vous servir à marquer des points. En tout, vous avez 4 donjons différents. Donc, on les voit ici. C'est trop bien ça. Voilà. Ça sort aussi le mois prochain? Ça sort en mars, ouais. Mais en fait, alors souvent dans mes vidéos, je dis mais Yellow, vous êtes des barjots. Parce que quand même, quand on voit le catalogue de Yellow depuis un certain temps, là, c'est juste monstrueux, quoi. Notre équipe d'édition est très chaude, et pas que, évidemment. On se développe beaucoup, nos collègues de la localisation sourcent beaucoup de jeux à l'étranger, donc il y a beaucoup de recherches. En édition pure Yellow aussi, il y a évidemment beaucoup de prototypes qui sont proposés tous les jours, donc c'est aussi un gros travail de tri qui fait qu'on sort presque une dizaine de jeux par mois. C'est vrai que c'est une fréquence assez élevée. Mais c'est surtout que des bons jeux en fait. Là c'est non mais c'est quand même avec des auteurs connus, avec du matos de super qualité, c'est vraiment un truc de ouf. Et donc on finit par ici alors, du coup avec The Night Cage. The Night Cage, s'appellera le piège obscur en français. C'est un jeu, son point fort c'est vraiment son ambiance, l'immersion dans laquelle on va être quand on va jouer. Le thème et la mécanique vont vraiment très bien ensemble parce qu'en fait, vous voyez déjà le thème, ça sort un peu de notre ligne édito habituelle, colorée, familiale, mais c'est un jeu qui nous a vraiment séduit, qu'on voulait vraiment proposer. C'est super beau. Hein. Dans le jeu, en fait, on est en coop et on se réveille dans un labyrinthe qui est complètement obscur. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? On va spawn sur ces petites tuiles. Alors, on va spawn sur ce genre de tuiles. En fait, on s'éclaire tous à la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vouloir avancer, je vais piocher dans cette pile-là une tuile qui va me faire avancer. Donc je positionne mon chemin dans une case adjacente. J'avance, sauf que vu que je m'éclaire à la bougie, là où je ne suis plus, je ne vois plus. Donc ces tuiles dans lesquelles je ne suis plus, elles disparaissent. Ce qui fait que le labyrinthe va être tout le temps en train de changer. Ah, c'est génial. Si je veux revenir en arrière, ce sera plus la même pièce, ce sera plus la même chose. Il faut se rappeler, ah oui, si on revient en arrière, c'est plus la même C'est même pièce. plus de la mémoire, c'est que clairement on sait que ce sera différent. Alors, on est un peu comme dans Cube en fait, où chaque fois que tu rentres dans une salle, le cube il bouge et tu peux revenir, c'est jamais la même salle. C'est ça, et le but c'est évidemment de sortir du labyrinthe. Chaque joueur doit trouver sa clé pour sortir. Et les clés, c'est sur cette tuile là, donc positionnée dans la pile de tuiles.
Une fois que tu récupères ta clé, c'est bien, tu peux sortir, mais il faut que tout le monde ait sa propre clé. Je ne peux pas en porter 2 pour en amener une à mon pote. Si j'en trouve une deuxième, il va falloir que mon coéquipier vienne la chercher. Et moi, je ne peux pas partir en attendant faire ma vie, parce que si je pars, la tuile disparaît. Exactement. Génial. Et en fait, sur Spotify, tu as une playlist gratuite avec des sons d'ambiance pour te mettre vraiment à fond dans le jeu. C'est chouette. Et l'idéal, c'est de jouer effectivement avec une ambiance très sombre. Ouais, c'est ça. Tu mets les bougies, etc. Tu mets 4 bougies autour et puis exactement, voilà. Ouais. C'est ça. Ah, c'est trop bien. Mais ça donne vraiment envie de jouer pour le coup. Et ça sort au mois de mai? Ça sort au mois de mai. Génial. Alors, Dune Secrets Enfouis, c'est un jeu qui reprend les mécaniques de détective, donc le même moteur de jeu. Et effectivement, on est plus dans quelque chose, dans un univers d'espionnage. On va être dans une intrigue qui chronologiquement se passe dans le même moment que Dune dans les livres et dans les films. Et ça va être une intrigue complètement inédite. Donc quelque chose qui plaira aux fans, mais qui reste en même temps une très bonne porte d'entrée aux gens qui ne sont pas familiers à Dune. En plus, on a repris l'iconographie du film Dune pour coller un peu plus à l'actualité. Et effectivement, dedans, tu as 3 scénarios, tu as toujours la contrainte de temps comme tu as dans le détective. Il y a du matériel dans la boîte ou c'est... Ouais, il y a du matériel ici. Alors c'est un peu le bazar, je sais pas si... juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Très bien rangé. Donc voilà, tu as toujours ta piste de temps. Tu as tes clans que tu retrouves dans l'univers de Dune. Et l'intérêt va être d'aller d'espionner les clans adverses pour voir ce qui se trame. D'accord, et on a un site internet également pour aller... On a un site internet, on va s'en servir moins que dans le jeu d'enquête moderne. Là, on va plutôt s'en servir pour mettre ses résultats et avoir ses scores. Comme dans Vienna Connection. Exactement, c'est ça. Ce qui est très très bien aussi, Vienna Connection, vous avez une petite vidéo sur la chaîne aussi. Écoute, génial. Et merci beaucoup Jean pour nous avoir fait découvrir toute cette nouvelle gamme de jeux qui est à venir pour l'année. Et écoutez, on se retrouve dans quelques instants ailleurs dans le festival pour d'autres reportages. Et on se retrouve avec Sophie de l'édition Sit Down Games. Voilà, alors vous avez déjà vu quelques jeux sur la chaîne édités chez Sit Down Games, donc notamment Dive qui est présenté ici du très sympathique Anthony Perron, Rushot qui est ici avec le côté frénétique avec les lancers de dés pour le combat entre les sorciers, voilà. Et puis donc Sophie, tu vas nous présenter les nouveautés, en fait, ce qui arrive cette année chez Sit Down. Donc je te laisse la parole. Très bien. Alors, on va peut-être commencer par la plus grosse des boîtes, qui est notre actu un peu brûlante du moment, qui est Tiwanaku. Alors, donc Tiwanaku, c'est notre premier jeu en financement participatif. D'accord. Donc, il y avait eu une première campagne sur GameFound qu'on a décidé de recommencer parce que on était un peu trop dans le rush. C'était notre première campagne. On s'est dit, on va reprendre du temps. Donc, on décide de la relancer ici le 9 mars. Donc, c'est vraiment très très bientôt. Donc Tiwanaku, c'est un jeu qui est à partir de 14 ans et qui est un jeu de logique et de déduction. Donc je ne sais pas si vous voyez le sudoku, des mineurs, ce genre de réflexion. Voilà, Tiwanaku s'en inspire et vous permet donc de jouer à une version évoluée un peu de ces jeux. Alors je vais peut-être vous expliquer un petit peu le principe du jeu. Le principe du jeu. Donc c'est un jeu de logique et de déduction. Alors attention, nouveauté également, c'est qu'à la base il n'y avait qu'un mode compétitif et solo. Ici nous avons développé un mode coopératif en plus. Donc ça veut dire que dans le jeu il y a un mode compétitif, coopératif et solo dans la même boîte. Super. Donc voilà, ça c'est cool. Alors je vais vous expliquer un peu plus du point de vue du mode compétitif, que je connais un peu mieux. Donc le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de points sur la piste de score qui se trouve ici. Alors, donc, on joue chacun son tour et à votre tour, vous avez le choix entre 2 actions. L'exploration et la divination. Donc, premièrement, vous allez faire la mise en place qui est indiquée au dos des disques. Voilà, très clairement. Donc, vous allez avoir quelques tuiles qui sont sur le plateau et vous allez insérer le disque scénario dans la fameuse roue de Pachamama. Voilà. Donc, vous allez prendre vos meeples, vous allez rentrer sur le terrain et vous allez dire, voilà, cette case-là, je vais l'explorer. Donc, vous allez prendre la fameuse roue de Pachamama et par exemple, on va dire qu'on est sur la case feuille lézard. Voilà, ici. Donc, vous avez les coordonnées sur le plateau. Donc, je suis en feuille lézard. Donc, en fait, j'indique en tournant les disques, donc je mets la feuille au-dessus. Voilà, ici, donc en rouge. Et je mets le lézard, hop, en bas, ici. D'accord. Et bon, normalement, ça s'est fermé. En ouvrant le clapet de gauche, clac, vous avez le type de terrain qui se trouve sur la case en question.
Une fois donc que vous avez découvert le type de terrain, vous allez mettre la tuile terrain correspondante. Donc ça, ce sont les tuiles terrain. Je vais peut-être en prendre une pour vous montrer. Voilà, donc les petites tuiles terrain comme ceci. Vous allez les placer sous votre meeple et vous allez monter sur ces pistes, ici, qu'on appelle les pistes de diversité. Alors, à votre tour, vous avez le choix avec une autre action qui est la divination. Alors, la divination, ça concerne les tuiles culture. Donc, les tuiles culture, c'est toutes les tuiles rondes que vous avez ici, qui sont d'ailleurs ici, voilà, on voit, ça entame, mais voilà. Donc, pour les tuiles culture, il y a aussi différentes règles qui vont vous permettre de déduire où se trouvent les tuiles culture. Par exemple, donc les tuiles culture sont numérotées de 1 à 5. Deux mêmes cultures ne peuvent pas non plus être adjacentes. Donc, par exemple ici, vous avez deux cultures mauves, elles ne peuvent pas se trouver là en fait. Donc ça c'est impossible en fait. Idem ici pour les cultures rouges. Attention, si vous vous trompez sur votre divination, donc idem, hein, pour la divination, même principe, on reprend la roue, on remet les coordonnées et on ouvre le clapet qui se trouve à droite. Voilà, donc là vous avez les réponses. Si vous vous trompez lorsque vous donnez votre divination, vous perdez le nombre de points de la culture qui vient se mettre à la place. D'accord. Donc il faut vraiment être sûr, lorsqu'on fait sa divination, de ce qu'on veut diviner. Il y a des règles aussi de déplacement. Donc par exemple, vous pouvez bloquer certains meeples avec les meeples des autres, etc. pour empêcher certaines personnes d'aller sur certaines cases. Voilà, il faut vraiment, c'est vraiment placer ces bons meeples au bon endroit pour faire les bonnes découvertes, les bonnes divinations et avoir un maximum de points. Okay. Donc Dexterity Gene, donc, qui est sorti ici au mois de janvier. Ouais. Donc là, c'est un jeu totalement une autre ambiance. Donc c'est vraiment un party game qui se joue de 2 à 9 joueurs. Donc je le dis parce que voilà, 9 joueurs, c'est pas si commun de trouver des jeux à 9 joueurs. Et donc le but en fait, ça va être de reproduire avec les mains ce que vous voyez sur les cartes que je vais vous montrer ici. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Et le jeu se déroule en 10 manches. Alors ici, vous avez voilà, des petites cartes manches. Donc on va commencer par la première manche. Première manche, on va retourner une carte. Alors, comme vous pouvez le voir, sur ces cartes, il y a des mains qui sont représentées. Il y a des mains gauches, des mains droites. Et vous allez devoir en fait plier les doigts qui sont pliés sur ces cartes. Par exemple, pour celle-ci, ben, il faut faire ça. Voilà. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. C'est un peu chaud, mais c'est de l'entraînement. Ouais. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous validez votre proposition. Vous tapez, vous dites premier. Voilà. Bon, si vous êtes beaucoup, vous dites premier, deuxième, etc., troisième, jusqu'à ce que tout le monde valide, sauf le dernier, qui n'aura pas le droit de valider et qui va vérifier les propositions des gens. Donc, si la proposition du joueur est correcte, il remporte la petite tuile manche et va remporter les points du coup qui sont associés à cette manche. Et les autres qui ont bon mais qui n'ont pas validé en premier remportent un point venant de la défausse s'il y a une défausse. Donc au premier tour il n'y en a pas, mais après il y en a. Donc ceux qui ont bien mis gagnent quand même un point de consolation. Voilà, c'est cool. Voilà. Alors, attention parce qu'il y a quelques petites subtilités qui vont évidemment faire tout le jeu. C'est que donc au début il n'y a qu'une seule carte, mais plus on va avancer dans les manches, plus il va y avoir de cartes. Donc par exemple, hop, ici, bam, manche 5, on a 5 cartes. C'est très bien, mon exemple est là. Lorsque vous avez deux cartes qui montrent exactement la même main avec exactement le même geste, donc par exemple ces deux-ci, elles vont s'annuler entre elles. Donc celle-ci ne compte pas. D'accord. Et donc vous devez faire ce qui se trouve sur les autres cartes. Sur la main gauche. Donc par exemple, hop, clac, clac. Ben, celles-ci, elles sont de la même main. Et clac. C'est de la même main, mais c'est pas le même geste. Donc ça compte. Donc il faut additionner en fait les différents trucs. Donc, oui, d'accord, la même main, le même geste, ok. Exactement. Donc la même main, le même geste, ça s'annule. Et le reste, vous devez les additionner. Il est interdit de toucher aux cartes une fois qu'elles sont posées sur la table, une fois qu'elles sont retournées. Okay. Donc voilà, si elles sont dans des sens différents, bah, ça fait partie du jeu. On est reparti avec Fairyland qui me semble un jeu avec des trucs, les jeux de lumière, etc. Non, c'est ça, c'est sur le thème, oui. Vision nocturne, les choses qui brillent dans le noir. Exactement. Donc en fait, le thème, c'est sur les guirlandes lumineuses, voilà, donc ces fameux petits personnages qui vont former des guirlandes lumineuses. Et en fait, le but du jeu, ça va être de former des guirlandes, en fait, des séries de ces différents petits personnages. Alors je précise, peut-être pour commencer, qu'il s'agit d'un prototype, donc c'est pas du tout la version finale du jeu. Et en fait, donc le principe, c'est un jeu de stop ou encore. Donc vous allez décider si vous continuez ou si vous vous arrêtez. Et vous allez devoir en fait former des séries
de symboles, de personnages, donc des séries de 3 ou de multiples de 3. D'accord. Si ça n'est pas un multiple de 3, donc à partir de 4, vos séries sont défaussées et vous ne pourrez plus gagner les points qui y seront associés. Donc voilà, donc là j'ai retourné 3 cartes et je me dis, ah tiens c'est super, parce que là je dois faire des séries de 3, il y en a 2, il y en a 1, ça me fait une série de 3 et il y a un point dessus. Je prends les cartes et comme c'est une série de 3, elle est directement comptée dans mes points. Okay. Donc voilà, la mise de côté, j'ai gagné. Par contre, si donc j'avais retourné des cartes et que je décide que ici c'est cool parce qu'il y a 3 points sur mes petits renards cerfs, mais il n'y en a pas encore 3, je les prends, je prends une seule couleur et je commence la série devant moi. Ensuite, ça passe au joueur suivant qui va lui-même retourner des cartes, prendre une couleur ou 2, je vais l'expliquer, et commencer ses séries ou valider des séries. Alors il y a une petite subtilité, c'est que, imaginons donc que j'arrive à la fin ici, donc lorsque je retourne la 5e carte, je suis obligé de prendre 2 couleurs. Alors ça c'est très important parce que comme c'est des séries obligatoirement d'un multiple de 3, si je suis obligé de prendre 2 couleurs, ça arrivera très souvent qu'on ait commencé des séries et qu'on se retrouve avec un multiple, pas de 3, donc par exemple 4 ou 1 choisi. Et du coup, tous les points qu'on aura accumulés en préparant nos séries seront perdus. D'accord. C'est pour ça que c'est très important aussi dans ce jeu de regarder un peu les jeux de ses adversaires pour ne pas leur permettre de terminer des séries. Ouais, sinon, on les aide. Voilà. Allez, on continue avec la dernière nouveauté, en tout cas pour le moment, qui sortira au mois de mai, ce coup-ci, je ne me trompe pas. Oui. Il s'agit de Topic. Exactement. Donc Topic, c'est un peu voilà, pour le même public, donc c'est un jeu qui est aussi très familial. Très accessible. Voilà, des parties d'à peu près, je dirais, un quart d'heure. Voilà. Okay. Et en fait, le but du jeu, ça va être d'avoir le moins de cartes possible qui se trouvent ici. Alors, comment on joue? Donc, chacun à son tour, on va retourner une carte qui se trouve ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a des illustrations sur les cartes et des fruits qui représentent une catégorie. Voilà. Okay. Donc, vous allez regarder en fait la catégorie qui est définie ici, sur le haut du paquet, avec la couleur qui est associée. Bon, évidemment, elle n'est pas là, mais voilà. Et ici, vous avez en fait un nombre qui va représenter un nombre de syllabes. Ce sont les syllabes phonétiques, je précise. Donc un nombre de syllabes. Et tous les joueurs vont devoir trouver un mot en rapport avec l'illustration et du nombre de syllabes qu'il a indiqué ici. Alors, pour l'exemple, je vais peut-être en prendre un autre parce qu'évidemment, il n'y a pas. Voilà. Voilà, donc par exemple ici, vous deviez trouver un mot qui commence par la lettre P en 4 syllabes. Oh là, oui, voilà pour l'exemple. Donc c'est soit une lettre, soit une couleur, soit un dessin. Voilà, et vous devez trouver des mots en rapport avec le dessin. Et donc il va falloir trouver un mot en 4 syllabes en rapport avec les cerfs-volants. C'est ça. Cerf-volant, mais non, cerf-volant. Après voilà, c'est les thèmes de lettres, peut-être pour tenir ton cerf-volant. Mais c'est pas forcément, par exemple ici, tout le thème du vent, ça va. Ouais. Bon, sachant que nous, personnellement, voilà, on va assez large. Très honnêtement, au niveau des thèmes, c'est assez large. Il faut quand même qu'il y ait un rapport qui soit clairement défini. Ah oui, mais alors si tu joues avec des joueurs qui jouent leur vie à chaque jeu, ça va finir en engueulade vite fait, je te le dis. Ils apprendront à être fair play, voilà. Non mais voilà, parfois ça se discute. Et si vous ne tombez pas d'accord, voilà, c'est précisé dans les règles. Voilà, on peut passer. Aussi, si personne ne trouve également, on peut passer la carte. Évidemment. J'aime bien le genre de jeu où on s'engueule très vite. Il y en a beaucoup au final, il y en a beaucoup, c'est pas le premier. Okay. Et écoute, super, donc plein de belles choses qui arrivent chez Sit Down Games. Et puis je crois que tu as une petite exclue à nous montrer. Exactement, alors à vous montrer, je ne sais pas si je vais vous montrer beaucoup, mais en tout cas je vais vous en parler. Prévu pour 2023, si je ne me trompe pas, voilà, Sit Down recollabore avec Casper Lap, qui est donc l'auteur de Magic Maze. Voilà, qui est un grand succès. Donc future collaboration pour 2023, Gardeners, qui est aussi un jeu collaboratif dans lequel on ne peut pas parler, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est pour 2023, ceci est évidemment un prototype, mais voilà, future collaboration, on espère futur succès. Et voilà, et j'espère que le jeu plaira aussi autant que Magic Maze. Très bien. Écoute, merci 1000 fois Sophie pour toutes ces explications et puis pour avoir accepté de caler un petit rendez-vous avec moi, c'est très sympa. Et puis on se retrouve juste dans quelques instants sur un autre stand avec une autre maison d'édition pour découvrir des nouveaux jeux. À tout de suite.